Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo on va faire ensemble du début à la fin une armée pour Bolt Action parce que bientôt il y a une nouvelle version qui sort. Pour réaliser cette armée de Bolt Action, on va se servir évidemment de l'impression 3D et bien entendu des figurines Esquisse Miniature. Donc pour ça je vais vous montrer un petit peu ce sur quoi j'ai travaillé pour pouvoir réaliser cette armée. Donc là vous êtes directement sur mon site esquisseminiature.fr, on va aller dans les nouveautés et comme vous pouvez le constater, j'ai commencé à travailler sur une gamme de soldats US, donc des soldats américains en uniforme d'hiver. Donc on va se servir de ceci pour faire une armée complète sur le thème des Américains, on va dire à Ardennes par exemple, en uniforme d'hiver, donc avec leurs lourds manteaux. On va rajouter de la neige sur les socles, on va essayer de se faire un petit peu plaisir, et pour autant, en fait, on va profiter du fait justement que c'est des uniformes extrêmement simples à peindre, hein. Les longs manteaux, c'est vraiment très simple à peindre, pour faire une grosse armée en finalement peu de temps. Je tiens quand même à préciser dans cette vidéo que à aucun moment mon but est de vous dire de faire vite, de peindre vite, etc. Pas du tout. Ça dépend vraiment de chacun. Si vous aimez prendre votre temps et passer des heures sur une figurine, faites-le si c'est votre kiff. N'oubliez pas que c'est un hobby et qu'il faut vraiment kiffer ce que vous êtes en train de faire. Ça n'a que ça comme intérêt, se faire plaisir. Par contre là, pour le bien de la vidéo, pour le bien de mon travail également, j'ai été obligé de me fixer grosso modo entre 8 et 10 heures de travail sur une armée complète. Je ne compte pas l'impression des figurines, l'impression c'est les machines qui bossent, j'ai rien à faire. Mais en tout cas pour la peinture. Donc on va voir ça dans cette vidéo et la première chose qu'on va faire c'est qu'on va aller se faire une liste d'armées pour Bolt Action et on va passer directement sur Easy Army qui est super bien foutu et qui permet de faire une liste d'armées très simplement. Vous avez vu, vous avez vraiment toutes les cases, vous allez créer un nouveau bataillon, choisir le thème aussi, donc Western Europe 33-45, donc on est sur de la fin de guerre, c'est bel et bien des Américains, et encore une fois, pour le bien de cette vidéo, je me suis limité à 1000 points. Alors vous allez voir que je triche, je suis à 1001 points. Mais on va dire que c'est bon, et puis si je rencontre quelqu'un, je lui préciserai, et il ne faudra pas qu'il hésite à atteindre les 1001 points. Bref, j'ai pas réussi à faire autrement. Donc cette armée, elle va être très très simple. On va prendre que du vétéran. Déjà parce que c'est plus facile à jouer, parce que ça permet plus d'erreurs, puisque vous allez limiter les risques de rater vos jets de dés, puisqu'ils sont de meilleure qualité. Vous allez être moins nombreux sur le champ de bataille, mais ils seront très efficaces. Ça a tendance à être simple à jouer. Et en plus de ça, ça permet déjà à un débutant aussi de découvrir le jeu de manière agréable, avec pas trop d'unités à gérer, qui sont, comme je l'ai dit, efficaces. Et surtout aussi, ça fait une armée avec finalement peu de figurines, parce que là, 1000 points, on va avoir 30 figurines et 3 véhicules. Et en gros, dans les 3 véhicules, il y en a 2 importants et 1 pas important du tout. Donc pour faire cette armée, j'ai choisi de prendre un premier lieutenant. On va prendre de la qualité, donc c'est un vétéran. Je lui ai ajouté 2 hommes vétérans également, qui seront équipés de bar rifle, donc des fusils d'assaut longue portée qui sont très très efficaces. Et vu que les 3 sont vétérans, c'est quand même cool d'avoir un premier lieutenant qui est efficace aussi sur le terrain. Ça, c'est les troupes obligatoires. Ensuite, on va partir sur les squads d'infanterie. Donc, j'ai un NCO, donc un Non-Commander Officer, donc un officier, plus 9 vétérans d'infanterie. L'officier a une submachine, ce sera une Thompson. Jusqu'à 3 hommes peuvent avoir une Thompson en plus, j'en ai mis 2, rapport aux figurines dont je dispose. Pareil pour les bar rifles, donc les fusils d'assaut automatiques, j'en ai mis 2 parce que les figurines dont je dispose, et j'ai équipé tout le monde de grenades anti-tank. Voilà. Comme ça, si jamais on tombe sur du char, on pourra être efficace même avec l'infanterie. La deuxième escouade, c'est exactement la même. J'ai vraiment fait un copier-coller de la deuxième escouade. Donc déjà, rien que là, on avait 600 points d'armée, parce que c'est que du vétéran, c'est du lourd, et c'est quand même des escouades de 10 hommes, hein, donc c'est des grosses équipes. Ensuite, on a pris une medium machine gun, toujours en vétéran, donc ça, vous allez voir, la figurine, je l'aime beaucoup, elle sort bientôt sur mon site. Une équipe de mortiers moyens,
qui donc peut tirer jusqu'à 60 pouces. Et à ce mortier moyen, on va lui ajouter un spotter, donc un observateur, qui va permettre d'augmenter les chances de toucher. Je vous la fais très courte. D'avoir une meilleure efficacité au mortier. Ce qui fait qu'on n'aura pas un équipage de 3 hommes pour ce mortier, mais de 4. Sauf qu'il y en a un qui sera détaché de l'escouade et qui sera donc l'observateur, qui ne sert à rien d'autre qu'à observer et à indiquer des cibles. Et puis on va quand même prendre des véhicules. Pour ce qui est du véhicule léger, on va prendre un M20 Scout Car, parce que je viens de finir de le sculpter et que je voulais le voir sur le champ de bataille tout simplement. En vétéran, donc on est sur du costaud. Et puis il y a une HMG avec 360 degrés d'arc de tir monté dessus. C'est que du blindage 7+, donc c'est très léger en blindage. Mais c'est rapide, c'est reco, bref, plein de petits atouts pour une HMG montée sur un véhicule. En anti-char, on n'a pas grand-chose à part les grenades qu'on a mis, donc on va prendre quand même un M4A1 avec un canon de 76 mm en vétéran également. Et puis on va lui ajouter une MMG de tourelle, ce qui permettra de saucer aussi en anti-infanterie. Ce char est extrêmement efficace, vraiment extrêmement efficace, surtout que les chars américains ont des gyrostabilisateurs, ce qui leur permet de bouger et tirer sans malus, si ma mémoire est bonne. Donc ça, ce sera le gros de notre anti-char. On va essayer de l'utiliser du coup intelligemment pour pas se le faire déglinguer. Parce qu'on n'a rien d'autre en anti-char en dehors du mortier moyen qui peut éventuellement servir, mais il faut vraiment avoir du pot. Et enfin, et ça c'était plus pour compléter les points, et puis pour apporter une seconde utilité à mon petit groupe d'officiers vétérans, j'ai pris une Jeep. Une Jeep avec Jason qui conduit, donc c'est un inexperienced, donc un conscrit. Donc autant dire que si on lui tire dessus une fois, il va se mettre à faire pipi dans la voiture et il va plus vouloir bouger. Mais c'est pas très grave, souvent les Jeeps ça a qu'une seule utilisation. Et ce qui permettra de transporter jusqu'à 3 hommes, à savoir le premier lieutenant et ses 2 soldats vétérans avec bar rifle. Donc ça c'est l'armée que j'ai choisi de faire. Je vous dis, je ne suis pas du tout joueur compétitif ou autre. Le but, c'était d'arriver à 30 figurines et au moins 2-3 véhicules. Et puis avec cette configuration-là, ça marche. Donc c'est ça qu'on va faire. Maintenant, ce qu'on va passer, on va passer brièvement sur le slicer, donc le logiciel pour préparer l'impression 3D. Et comme ça, vous aurez une idée du coût de revient d'une armée imprimée en 3D à 1000 points pour Bolt Action. On va maintenant passer à la phase d'impression 3D de ces figurines. C'est tout l'atout d'obtenir des fichiers 3D. C'est que plus besoin de livraison, plus besoin de commander sur Internet. La seule chose dont vous aurez besoin, c'est une imprimante 3D et de la résine. Et on va voir ça tout simplement maintenant en passant par Litchi Slicer, qui est un logiciel français en plus, et qui permet de préparer les plateaux. J'ai déjà fait de nombreuses vidéos à ce propos. Donc là, on va commencer par un premier plateau qui est composé de la trentaine de figurines dont j'ai besoin. Donc juste ici, alors vous inquiétez pas, ils sont en rouge parce qu'ils sont hors plateau temporairement. Donc juste ici, j'ai une première escouade de 10 figurines, 10 soldats avec des bar rifles, des Thompson, etc. Juste ici, j'ai une autre escouade de 10 figurines. Ici, ils ne sont équipés que de fusils. Il y a des NCO dans le lot. Juste là, je vais avoir mon QG, avec mon chef avec sa paire de lunettes, là, qui va donc être mon premier lieutenant et ses 2 vétérans avec bar rifle. Ici, je vais avoir la MMG, donc la mitrailleuse, une calibre 30, avec ses 3 servants. Ils sont allongés, je trouve ça plus classe. Et juste ici, on va avoir le mortier, donc qui est juste là, il est à l'envers, pour faciliter l'impression, les 3 servants, et l'observateur qui est juste là. Donc ça fait à peu près 30 figurines, et pour simplifier un petit peu les choses, on va sélectionner l'intégralité de tout ça, on va faire un arrange all, c'est pas grave, on retriera ensuite en sortie de plateau. Le but étant en fait tout simplement que toutes les figurines rentrent sur le plateau. Et on se rend compte que dans le cas d'un plateau de Saturne, ça rentre sans aucun problème, on aurait même de la place pour en rajouter. Mais on va déjà estimer la durée de print, on est à 5h24 de print, donc littéralement quand je vais me coucher, je vais lancer le print en me relevant, ce sera sorti. Et on va estimer le volume de résine, en tout cas pour les 30 figurines que compose cette armée. Et donc on arrive à 55 ml de résine, ce qui revient à
4,99$ en résine TGM7 qui coûte 90 € le litre. Attention. Donc pour info, si vous utilisez de la résine plutôt à 30 €, ce prix, il faut le diviser par 3, quoi. Donc on serait plutôt aux alentours de 2 €, quoi. De 2 € pour la trentaine de figurines. Donc on va lancer ce premier print et puis on va s'occuper du second plateau avec les véhicules. On passe donc au plateau des véhicules. Alors, on va commencer à gauche. J'ai donc la M20 Scoot Car avec le servant détaché et sa MG, qui sera plus facile à peindre en détaché. Ensuite, j'ai la petite Jeep avec le conscrit Jason, ou Callaghan, je sais plus comment je l'ai appelé, peu importe. Et puis ensuite, le Sherman 76 mm. Et puis, la caisse du Sherman, elle est énorme en fait, et du coup, j'ai choisi de les vider. Donc pour les vider, hein, j'ai fait vraiment très très simple. J'ai fait 3 trous sur la partie intérieure de la tourelle, puisque de toute façon, il y aura une tourelle dessus, donc on s'en fiche. Et j'en ai rajouté en dessous. Et c'est là qu'on va pouvoir le voir juste là, en augmentant les layers. Vous voyez que l'intérieur du char est creux. Je zoome un peu. L'intérieur du char est creux. Et vous allez me dire, oh là là, t'as mis vraiment beaucoup de trous pour évider. Oui, alors moi je préfère, surtout quand c'est sur des zones vraiment pas importantes de l'objet que je suis en train d'imprimer, parce que je vais être sûr de pouvoir nettoyer correctement l'intérieur afin de ne pas avoir de problème de craquage au fur et à mesure du temps. Donc là, avec autant de trous, je vais pouvoir sans problème expulser la résine qui aura bloqué à l'intérieur. Et je vais même pouvoir polymériser ça en faisant passer ma petite lampe à UV LED à l'intérieur et être sûr que tout soit OK. Donc là, on a un plateau qui est à imprimer qui dure 5 heures et 6 minutes et pour un total de 12,5 $ en résine TGM7. Donc partez du principe, encore une fois, que si vous imprimez avec de la résine à 30 €, il faut diviser par 3, donc on serait plus aux alentours de 4 € de résine pour imprimer les 3 véhicules de cette armée. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer les prints. Tout ça, j'ai déjà fait dans de nombreuses vidéos et cette vidéo va déjà être bien assez longue. Du coup, je vous invite à fouiller un petit peu sur ma chaîne YouTube si vous voulez voir des prints, tout ce genre de choses. Et puis, on va passer directement à la phase de peinture pour avancer sur le projet. Commençons en partant du principe que vous avez donc imprimé vos figurines, imprimé vos socles et que vous avez déjà pris soin de coller vos figurines sur les socles. Ici, c'est du PLA imprimé sur une bambou. Et les figurines ont été imprimées en résine TGM7 pour plus de solidité dans le temps, etc. Donc j'ai imprimé mes figurines, j'ai pris le temps de les coller. On va passer à une phase qui pour moi est importante, en tout cas quand on veut être un petit peu efficace sur la peinture d'une armée complète, c'est le soclage. Moi j'ai tendance à le prévoir avant, donc je vais ici utiliser du Vallejo Durama FX, donc c'est une ground texture, une texture sableuse qui est résineuse également, et que je vais appliquer avec un petit outil comme ça de dentiste, tout simplement. Et en fait, ça va me faire gagner du temps sur pas mal de choses. C'est que je vous l'ai déjà montré hein, dans de nombreuses vidéos. Mais ce truc-là va sécher. Il devient totalement transparent ensuite, même si on s'en fiche, puisque de toute manière, on va le peindre. Et l'idée, c'est d'être sûr de pas... en fait, de peindre au moment de la sous-couche. Ben, on va tout peindre en fait, on va peindre aussi le socle, donc ça va faire une texture aussi beaucoup plus résistante aux années sur votre figurine, alors que c'est vrai que quand on pose la texture après la peinture de la figurine, déjà on a toujours le risque d'en mettre sur la peinture qu'on vient de réaliser. Vous voyez là je dépasse un petit peu sur les chaussures, mais on peut imaginer qu'il a les pieds dans la boue quand même. Donc on a toujours le risque de dépasser sur la peinture qu'on vient de réaliser. Et ensuite, souvent la texture, alors ça dépend si on utilise de la texture, du flocage ou peu importe. Si tout n'a pas été sous-couché en même temps, bah ça va moins bien vieillir. Le flocage va partir au fur et à mesure du temps. La peinture aussi. Bref, j'aime bien moi quand c'est une figurine complète, entière, et que tout est, j'allais dire monobloc. Oui, dans le fond, c'est un petit peu ça. Aussi bien les socles. Sans compter en plus, un petit détail important, vu que cette texture est résineuse, au moment où je vais l'appliquer comme ça, ah oui, je passe toujours mon doigt autour pour garder des bords de socle propres. Donc au moment où on va l'appliquer, on va prendre soin de taper un petit peu comme ça, au niveau des pieds,
Ce qui fait qu'en fait, cette texture résineuse va aussi faire office un petit peu de maintien de la figurine sur son socle. On aura beau avoir mettre de la superglue, chose évidente, hein, pour coller la figurine sur le socle. Bah là, au moins, avec de la résine en plus, on solidifie encore un petit peu plus le tout, quoi. Donc voilà, c'est pour moi le combo plutôt cool. Ces textures, elles coûtent un petit peu cher, mais en vrai, au vu du temps gagné, du côté pratique, moi j'ai un peu de mal à m'en passer aujourd'hui. J'ai passé beaucoup de temps à réaliser dans le passé, hein, à réaliser les textures moi-même sur les socles. Donc là, je parle de colle PVA, de sable, que j'allais chercher d'ailleurs plus jeune dans les bacs à sable des jardins de gosses. Alors rassurez-vous, j'en volais pas 8 kilos, hein, avec 100 grammes déjà, on faisait des centaines de socles. Et voilà, et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai envie de gagner un petit peu de temps, et ces textures sont quand même cool. Je crois que ces pots Valero coûtent à peu près 20 €, mais sachez qu'il existe de nombreuses autres marques de ces textures. Je vais en prendre une connue, à savoir Liquitex. La marque Liquitex qui a l'avantage d'être facilement trouvable en plus dans les magasins de loisirs créatifs de type Cultura. Et puis, il y a Liquitex. Et puis après, oubliez pas, hein, allez dans les magasins du genre Action, du genre Jiffy, Babou, B&M, enfin bref, tous ces magasins-là. Il arrive de temps en temps qu'ils reçoivent des, je sais pas, des surproductions, je sais pas trop d'où ça vient, et que vous puissiez les trouver à quelques euros. Donc, quand c'est le cas, moi, je m'en fais un petit stock. Après, ça dépend aussi, évidemment, de la quantité de figurines que vous réalisez. Est-ce que vous êtes du genre à peindre des centaines de figurines tous les mois parce que vous êtes vraiment un gros passionné? Et ne soyez pas étonnés quand je dis une centaine, il y a des gens qui peignent des centaines de figurines tous les mois. Pour preuve, venez jeter un œil sur le Discord. Et dans ce cas-là, c'est vrai que ce sera peut-être pas la technique la plus rentable. Mais c'est super pratique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser cette pose de résine texturée sur la dizaine de socles de la première unité. Comme vous pouvez le voir, au fond, là, j'ai une seconde unité qui est la série 2 des figurines. Et puis quand j'ai terminé de poser tout ça, on va passer à la sous-couche de la figurine, une fois que, bien évidemment, cette résine sera bien sèche. Donc nous voilà à l'extérieur sur un petit plateau à sous-couche pivotant. Vous pouvez, je vais vous mettre le lien en description. Donc j'ai mis 10 figurines, à savoir une escouade complète pour Bolt Action, donc de ces soldats américains en uniforme d'hiver. On va passer à la sous-couche. Pour la sous-couche, je vais utiliser des bombes de sous-couche Citadel. Je vais partir sur du noir et ensuite je vais faire un zénithal de blanc, puisqu'on va essayer de peindre tout ça avec de la speed paint ou de la contraste, tout simplement. Donc la première étape, elle est très simple. C'est qu'on va simplement sous-coucher l'intégralité des figurines en noir en prenant soin de viser aussi le dessous des figurines, d'où l'intérêt d'avoir ce genre de plateau. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment pas trop insisté sur la partie supérieure des figurines, puisqu'en fait là je vais faire le zénithal. Donc on peut le voir ici, il y a encore des zones de gris qui n'ont pas été peints. Et maintenant je vais partir sur le blanc, encore une fois de chez Citadel, parce que je trouve que c'est vraiment les meilleures sous-couches. Celle-là est presque vide, donc je vais devoir la changer en cours de print, en cours de sous-couche. Et on va sous-coucher en blanc toute la partie supérieure. Bon, il est déjà vide, donc il faut que je prenne l'autre. Hop.
Donc déjà là, en passant une première fois, on a créé un très très fort contraste, mais on va quand même exagérer un petit peu sur les faces avant des figurines, puisque sur le dessus ça marche, mais sur les faces avant c'est quand même un peu trop sombre. Donc on va juste remettre un petit coup, et de préférence incliné en zénithal, donc sur la partie haute. Et voilà, on a une sous-couche terminée, on laisse ça sécher, et puis on va pouvoir s'attaquer à la peinture. De retour sur l'établi, après un temps de séchage suffisant, on a donc des figurines qui sont prêtes à être peintes. Le soclage est déjà fait. On s'en occupera probablement à la fin. Après, chacun fait comme il veut. Parfois, moi, je l'ai fait avant, parfois après. Là, on va s'occuper de la peinture dans un premier temps. Et on va essayer de se limiter donc aux peintures speed paint et contraste. Et on va vite se rendre compte qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup. Parce que c'est aussi tout l'intérêt de jouer en période hiver. C'est qu'il n'y a pas d'uniforme de camouflage à faire. Et dans le cas des manteaux américains, souvent, ils étaient couleur cuir, couleur marron. Et on va essayer déjà de se servir de ce qu'on peut trouver sur internet, notamment avec la nouvelle gamme de figurines que propose aussi Warlord Games sur cette période. C'est aussi pour ça que moi je me suis mis à faire ce genre de figurines, ça vient compléter leur gamme et inversement. Et du coup on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de couleurs. On va se servir essentiellement, comme je l'ai dit, de contraste, un tout petit peu de layer qui se lève flèche pour éclaircir la peau, et puis on va tester deux nouvelles speed paint juste là, la Brownish Decay pour faire le vert militaire et la Dusk Red parce que j'ai fait des tests sur du papier et c'est une couleur qui m'a l'air vraiment sympa pour faire les manteaux. Évidemment, ici, vous connaissez mes habitudes. Je suis pas sur la recherche. J'adore la recherche historique, mais je suis pas pour une ressemblance parfaite des teintes en utilisant par exemple exclusivement de la Vallejo avec les teintes officielles, etc. Moi, ce qu'il faut, c'est que les figurines soient belles, qu'elles respectent quand même globalement le schéma de couleur, mais sur la teinte exacte, personnellement, je m'en fiche un petit peu. Pour la peau, on va donc, la peinture à la contraste, c'est toujours la même chose, on essaie de partir des teintes les plus claires pour aller vers le plus foncé, et on va donc commencer par le Dark Oat Flesh, qui est donc une couleur de peau, qui va nous permettre de peindre les visages et les mains de nos soldats, qu'on voit juste là. Alors sachant que vu qu'on est en période d'hiver, les mains je les ai volontairement sculptées un peu grossières parce que du coup on pourrait très facilement les peindre en vert militaire pour représenter le fait qu'ils aient des gants. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire sur certaines figurines, pas sur toutes. Lui par exemple j'ai envie de lui mettre des gants, donc il aura des gants. Vu qu'il a la main levée, ce sera assez visible. Donc le Dark Oat Flesh, on va l'appliquer sur tout le visage. On va prendre soin de ne pas dépasser. Ça, c'est le truc de l'application de la peinture speed paint au contraste. On va l'appliquer sur tout le visage. Comme d'habitude, avec la speed paint et ce genre de peinture, il ne faut pas hésiter à charger un peu le pinceau, puisque de toute manière, nous, là, dans notre cas, on va venir l'éclaircir ensuite. Tout simplement. Parce que là, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup trop sombre. Donc, et c'est pour ça que j'ai sorti le Kiss Left Flesh ensuite. Donc voilà, là on a le visage qui est fait. Je vais le faire sur la dizaine d'autres. Pour les mains, c'est la même chose. Donc lui, on va partir du principe, par exemple, que lui, il n'aura pas de gants, mais ce sera vraiment des mains donc gelées, en l'occurrence. Quand ils avaient des gants et que ça allait à peu près à leurs mains, je pense qu'en plein hiver, ils les mettaient, les gars. Parce que c'est plus intéressant d'avoir surtout quand on passe sa journée dehors, quoi. Donc, pour les mains, c'est la même chose. On charge bien pour bien que la sculpture des différents doigts ressorte. Et puis on rehaussera les reliefs avec un petit coup de layer ensuite par-dessus. Mais ça prendra vraiment pas longtemps. Pareil pour le visage. Hop. Et juste là. On charge bien le pinceau. Et l'avantage de bien charger le pinceau, c'est que la peinture, elle coule toute seule en fait dans les détails de la sculpture, tout simplement. Donc ce qu'il faut, c'est presque, ça me fait un peu penser à l'application de l'encre de Chine. Hop. Et voilà, donc là on a les mains qui sont faites, et le visage, et je vais faire ça sur tous les autres, et on fait le point à la fin. Et à la fin, on passe à une autre couleur surtout. On va continuer donc avec le Brownish Decay.
qui est un verre que j'ai trouvé assez militaire et dont on va se servir pour faire pas mal de parties sur ces différentes figurines. Mais globalement, ça va être sur tout sauf le manteau quasiment. On va avoir les guêtres, on va avoir les moufles, des éventuelles chèches qu'ils ont autour du cou parce que quand il fait froid, il fait froid. La ceinture, les différentes poches à différents endroits et le casque. Donc on va voir ce que donne cette couleur. Alors je vais tester déjà sur les guêtres. Et on a un vert marron qui est assez sombre. L'avantage c'est qu'on pourra le rééclaircir facilement. Pour le moment, ça me paraît pas mal, mais pour le moment sur les guêtres, on ne s'en rend pas forcément bien compte. Donc on va continuer sur le reste. Donc on a dit qu'on faisait les moufles, hein. Enfin les gants, pardon. Donc on va faire les mains. On va voir ce que ça donne. Ça m'a l'air un peu sombre. Il y a un petit côté jaunâtre, donc un petit côté verdâtre. Ça m'a l'air pas mal, mais je trouve ça un peu sombre. Ça, c'est souvent le problème des Army Painter. C'est que souvent les teintes saturées en couleur, elles sont relativement sombres. Je vais quand même continuer. Et puis au pire, on mettra un éclairci sur l'ensemble des pièces si nécessaire. Cela dit, je trouve que la couleur est pas mal. Enfin, ça fait couleur militaire, quoi. Dans l'ensemble, ça marche pas trop mal. J'espère que là, l'éclairage est suffisant pour que vous vous rendiez compte. Avec la colorimétrie est pas trop dégueulasse. Mais partez du principe qu'on est sur un vert jaune marron qui marche pas trop mal en réalité. C'est peut-être pas assez vert. Vert camo, vous voyez. Mais franchement, ça roule pas mal. C'est dingue, hein, la speed paint, ça va tout seul, quoi. On a l'impression de pouvoir jouer comme ça. Donc voilà. Par contre, je trouve que c'est assez éloigné quand même de la teinte habituelle des casques. Et du coup, je vais tester sur le chèche. Et je me dis que les casques, il faudrait peut-être les faire dans une autre teinte, enfin, une teinte quand même plus proche. Parce que les casques, autant sur certains accessoires d'une figurine, on peut se permettre des variations de saturation de couleur. Autant le casque, c'est le truc qu'on voit le plus sur le champ de bataille. C'est ultra emblématique de chaque armée. Chaque armée a vraiment des couleurs bien particulières. Là, j'ai peur que si je le fais avec cette teinte un peu particulière, ça rende pas honneur au côté américain, en fait, casque américain, hein, donc avec le brown violet, ce vert américain, tout simplement. Donc là, je vais continuer les différents accessoires avec cette teinte-là, et puis on va trouver une solution pour le casque. Donc nous avons terminé notre brownish decay pour faire toutes les parties militaires aux couleurs un peu verdâtres. Mais en fait, on se rend compte que ça tire vachement plus sur le jaune et le marron. C'est pas grave, on va dire que ça ira. En tout cas, c'est une collection de figurines pour moi, donc c'est vraiment pas gênant. Et puis ça reste une teinte militaire qui passe. Voilà. Et puis on va tester aussi le Dusk Red pour faire le manteau. Donc il y aurait eu 1 million d'autres couleurs appropriées en speed paint ou en contraste pour faire le cuir. Snack Beat Laser, Wildwood, bref, 1 million d'autres couleurs. Mais j'avais envie d'une couleur un petit peu rougeâtre. Et c'est pour ça que j'avais envie de tester celle-ci, qui était un pot que j'avais reçu et que je n'avais toujours pas testé. Et du coup, on se rend compte qu'on a un marron rouge. C'est à peu près ce que je voulais. J'ai peur que ça s'éclaircisse un peu trop en séchant. Donc on va bien charger. Vous voyez, je charge le pinceau volontairement en peinture.
J'ai dépassé sur la hampe de la pelle, mais c'est franchement pas grave. Et au moment de l'application, en tout cas, la couleur me plaît pas trop mal. Ça me fait penser un petit peu à ce marron rouge qu'on avait tendance à faire quand on faisait de la peinture de figurines historiques napoléoniennes ou guerre de sécession, parce que à plusieurs reprises j'avais vu des tas de tables de jeu avec des gens qui faisaient le bois dans cette teinte-là, le bois des fusils, avec une couleur beaucoup plus rougeâtre finalement que marron. Franchement, j'aime bien cette couleur pour le moment. Petit côté lit de vin, assez léger, plutôt fort en bouche. Non, franchement, je ne l'ai pas goûté. Franchement, là, cette couleur, j'aime bien. On va voir ce que ça donne le résultat une fois sec. N'oubliez pas que la speed paint ou la contraste, toutes ces peintures rapides, on se rend vraiment bien compte que quand tout ça est sec. On peut avoir un aperçu évidemment au moment de l'application, mais globalement il faut attendre que ce soit sec pour avoir vraiment une idée du rendu final. Donc on a une teinte assez sombre, je pense qu'il va falloir rééclaircir quand même tout ça. Parce qu'on a des couleurs quand même vraiment très sombres. Bon, on mettra un petit peu plus de peps. Là, je vais continuer avec cette couleur. Je vais essayer de faire une escouade de 10 pour me rendre compte du rendu final sur l'ensemble. Et puis, on va voir ce que ça donne à la fin. Donc là, je continue sur les 10, puis après, on enchaîne sur les quelques détails qui restent. Parce que l'avantage, là, c'est qu'on a finalement très peu de différentes peintures à mettre. Donc voilà à quoi ressemble notre Dusk Red. Moi j'aime bien cette teinte. Ça fait pas forcément très réaliste, mais ça reste une teinte un peu terne, en fait, c'est souvent le cas avec les speed paint. Et du coup je trouve que ça marche. On voit les plis, on a l'impression que le manteau est sale sur le bas. On a quand même des zones plus claires. Et je vais rester sur cette teinte-là. Maintenant ce que je vais faire, c'est les bois. Donc pour ça je vais utiliser du Snakebeat Laser de chez Contrast. Donc là, vous la connaissez, cette teinte, elle est super connue. Libre à vous d'utiliser absolument n'importe quelle autre teinte marron pour faire toutes les parties bois, tout simplement. Moi, je la trouve très appropriée. Et j'ai tendance à en mettre beaucoup, mais à la tirer beaucoup aussi. C'est-à-dire qu'en fait, j'en mets beaucoup sur le pinceau. Et en fait, j'en reprends pas. Très souvent, j'essaie de la tirer de partout, et notamment sur les parties supérieures qui prennent la lumière. Vous voyez, hop, comme ça va créer un contraste un petit peu plus prononcé, tout simplement. Donc je fais la crosse du fusil. Il a une pelle, donc je vais lui faire le manche de la pelle dans ce marron également, d'ailleurs manche sur lequel j'avais dépassé avec mon Dusk Red juste avant. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout pour, dans son cas à lui, si il va y avoir la lanière qu'il a posée sur le casque. Casque que je ferai, je pense, à la fin. Et c'est à peu près tout. Après, on va passer sur le Wildwood pour faire les bottes, et donc une teinte marron beaucoup plus foncée. Après les quelques teintes métalliques, mais ça on verra après. Là je vais enchaîner ce marron assez clair pour faire les différentes armes de mon escouade. Bon là ce qu'on va faire c'est maintenant très simple, c'est qu'on va rehausser un petit peu la couleur de la chair, surtout au niveau du visage. Donc on va prendre du Kislev Flèche qui est une teinte beaucoup plus claire. Et on va venir juste sur les reliefs, passer un petit coup sur les reliefs du visage, en prenant soin de laisser sombre dans les creux, tout simplement. Donc on va essayer de suivre à peu près la forme du visage de ce gars en train de crier, probablement un ordre ou à l'aide, on ne sait pas trop. Et voilà, et au moins ça donne un petit peu plus de peps, un peu plus de caractère au visage, sans pour autant être compliqué sur le plan de la peinture, puisqu'on a fait que passer un petit coup sur les reliefs, quoi. Mais au moins de loin, sur le champ de bataille, on voit plus son intention, tout simplement. Ce qu'on pourrait faire aussi sur toute cette gamme, toute cette
série de figurines, c'est insister justement sur ces différents éclaircissements. Le manteau mériterait, en fait, toutes les teintes mériteraient d'être éclaircies. Mais dans l'absolu, il n'y a pas de limite. Moi, je cherche toujours à trouver un compromis entre le plaisir que j'ai à peindre une escouade et j'aime bien quand les choses vont entre guillemets vite. Par exemple, j'aime bien pouvoir peindre une escouade de 10 soldats qui seront prêts à la bataille en environ 2 heures de temps. Au-delà, ça devient plus un plaisir pour moi. Je comprends très bien les passionnés de peinture qui peuvent passer des dizaines, des centaines, voire des milliers d'heures sur une seule pièce. C'est une passion à part entière. La mienne, ça va plutôt être de progresser en sculpture et puis surtout de jouer et d'avoir le kiff d'avoir une collection de figurines suffisamment bien peintes pour être jouées. Donc c'est toujours une question de choix. Là, moi, je vais pour le moment à peu près m'arrêter là, mais on va travailler le soclage. Et vous allez voir qu'avec le soclage, on peut mettre encore plus en valeur une peinture extrêmement simple comme on vient de la faire. Toujours dans l'optique de rester avec des peintures rapides, je vais ici utiliser de l'Elfwood Brown. C'est un gros pot de chez Green Stuff World, donc l'avantage c'est que c'est de la speed paint, mais de la speed paint vraiment pas chère. Et du coup, j'ai aucun scrupule celle-ci à l'utiliser. Je vous montre l'écart de taille de pot. On est vraiment sur du gros pot, quoi. J'ai aucun scrupule à utiliser celle-ci de manière un peu lourdingue, notamment pour les socles. En fait, là, vu qu'on s'est occupé de faire une texture au préalable, si on peignait avec une peinture normale, une peinture de type base par exemple, ou de type layer, ou enfin bref, une peinture épaisse, déjà ce serait long, parce qu'en fait, on galérerait un petit peu à mettre de la peinture dans chaque petit trou. Pourquoi ? Parce que si on veut un pouvoir couvrant assez fort, ça va être compliqué, puisque fatalement la peinture va être un peu plus épaisse, donc ça va être compliqué de la placer, surtout que là on a déjà notre texture qui est sèche, etc. Donc là, vous voyez qu'en très peu de temps, j'ai mis une base de peinture sur l'ensemble de tout ça, et je vais pouvoir venir la retravailler ensuite, cette base de peinture. Vous allez voir qu'on va pouvoir rajouter encore un petit peu plus de profondeur. Évidemment, c'est pas fini du tout. On rajoutera même probablement de la neige juste après. Mais encore une fois, compromis de temps. Là, moi, ça m'a pris quelques secondes, vous l'avez vu, hein. On est en temps réel là. Et voilà, je suis sûr qu'il n'y a pas un trou où il n'y a pas de peinture. Et on va pouvoir travailler ça un petit peu. Bon, j'ai avancé sur la collection. Et là, je voulais juste vous montrer un petit passage assez important. C'est les yeux. Alors, je ne le fais pas sur toutes les figurines parce que certains ont des poses vraiment, par exemple celui-ci. Vous voyez, vous avez un modèle, il a le casque vraiment à la limite de hauteur des yeux. C'est pas nécessaire selon moi de faire les yeux. Par contre, j'en ai fait certains avec le casque vachement plus relevé. Et du coup, eux, c'est important de faire leur regard. Moi, j'utilise ça maintenant. Avant, je faisais ça au pinceau. Et puis, en fait, j'ai découvert ces Pigma Micron en 0,2. Donc, c'est des stylos avec des pointes très, très fines. Vraiment très fines, comme vous pouvez le voir. Et après avoir mis un petit point de blanc dans les yeux, dans le regard, et en fait, je vais juste venir appuyer à l'endroit où je veux souligner le regard pour créer le regard, tout simplement. Et je trouve ça vachement plus simple qu'au pinceau. Et surtout, on peut le rééquilibrer facilement ensuite. Parce qu'on a tendance à faire des regards qui biglouchent. Alors que, avec ces stylos, on peut facilement récupérer la chose. Et à distance de jeu, sur le champ de bataille, c'est vraiment super pratique. Ça coûte pas très cher. Ça doit faire au moins 1 an et demi que je l'ai. Ça marche toujours très très bien. Donc vraiment, pour faire les yeux, cette petite technique, elle va super bien. Bon, vous avez vu que j'ai avancé un petit peu sur le projet. Donc là, par exemple, on est sur un blindé, donc imprimé en 3D, hein, encore une fois, qui fait partie de la collection que je propose. Vous avez vu que je l'ai vidé. Hein, j'ai mis des trous pour évacuer la résine ici et des trous en dessous. J'ai les bouchons qu'il faudra que je colle à la fin. Ici, c'est pas forcément nécessaire qu'il y ait les bouchons. Donc c'est un Sherman avec un canon de 76 mm qui va rejoindre l'armée hiver. Au niveau de la peinture, pour les véhicules, je suis vraiment pas un pro de la peinture des véhicules, donc moi je fais très simple, c'est-à-dire que je fais une sous-couche de noir. Malheureusement, j'ai perdu les vidéos de cette étape-là, mais j'en ferai d'autres. Donc je fais une sous-couche de noir sur l'ensemble du véhicule et ensuite je vais brosser à sec progressivement avec la couleur principale du char, en tout cas quand il est uniforme. Ici j'ai utilisé l'US Olive Drab pour le véhicule, hein, c'est du Valero, ça marche très très bien.
Et puis, je vais juste rajouter un petit peu de couleur crème dans mon olive drab sur la fin, juste pour relever un petit peu les arêtes. J'aime pas quand c'est trop prononcé, trop flashy. Donc après, libre à vous de faire comme à la Games Workshop, j'allais dire vraiment à relever les arêtes, la moindre arête de votre véhicule pour lui donner encore plus de peps. Mais dans le cas d'un jeu histo, je trouve que voilà, si on exagère un peu trop le trait, ça fait un peu moins réaliste sur le champ de bataille. Là, je voulais juste vous montrer une étape assez simple. Donc oui, donc je fais mon brossage de différentes couleurs. Donc à la fin, j'arrive à quelque chose d'assez basique comme ça, tout simplement. Là, par exemple, vous avez une M20 Scout Car américaine. Donc vous voyez, c'est vraiment très très basique. Celle-là, en plus, elle a eu des petits défauts d'impression juste là, mais je veux l'utiliser quand même. C'était un crash test d'impression. Je veux pas la jeter, tout simplement. Donc j'en arrive à cette étape-là. Ensuite, je vais utiliser une mousse de blister comme ça. Et puis je vais simplement venir tapoter à différents endroits. Vous voyez, d'ailleurs, j'en ai encore dessus. Pour mettre des espèces d'éclats à différents endroits, comme si voilà, la carlingue est abîmée. C'est un char, hein, c'est pas fait pour se garer sur un parking, mais plutôt sur les bagnoles qu'il y a sur les parkings. Donc à différents endroits, histoire de rajouter un petit peu de côté vivant au véhicule. Et ensuite, je vais prendre du Nuln Oil. Mais en fait, libre à vous d'utiliser absolument n'importe quoi, comme noir assez fin. Par exemple, le Dark Tone de chez Army Painter fonctionne aussi très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin bref, en gros, vous allez réaliser un jus noir, hein, tout simplement. Et là, c'est pas du tout une étape indispensable. Je vais juste venir rehausser un petit peu certains creux, certains reliefs que j'ai envie de mettre un petit peu en valeur. Et puis, je vais pas hésiter à dessiner des coulures de graisse à différents endroits. Vous voyez, comme ça. Juste histoire de rajouter un petit peu de réalisme. Je pourrais même les exagérer ensuite avec un feutre. Donc vraiment, si je veux quelque chose de très marqué. Vous voyez, je rajoute juste une petite teinte de noir à certains endroits. En fait, histoire de rehausser un petit peu les reliefs et puis de salir un petit peu ce véhicule, tout simplement, parce qu'il est encore un peu trop propre. Là, il y a des traits que j'ai envie de réexagérer un petit peu sur la caisse arrière, qui est la zone de munitions. Hop. Et en fait, on va faire ça sur le véhicule, donc comme je vous l'ai dit, sur les zones où ça peut être nécessaire, comme juste là. Mais après, libre à vous aussi, hein, voilà, d'inventer des endroits. Alors, faut pas oublier qu'on est en train de réaliser des coulures, donc on essaye juste voilà, de respecter la gravité. Donc c'est le moment où il faut pas mettre son char dans l'autre sens pour respecter voilà, ce genre de petites marques. Et ça prend vraiment pas longtemps et je trouve que ça rajoute très très facilement pas mal de classe au véhicule ensuite. Ça lui donne un côté voilà, plus réaliste, tout simplement. Donc après, plus vous allez en mettre, plus ça va faire le véhicule usé par le temps. Mais en même temps, plus ça va donner l'illusion qu'il y a du détail. Parce que le truc, c'est que sur ce genre de blindés, des blindés de la Seconde Guerre qui n'ont pas de camouflage, alors j'aurais pu faire un camouflage, hein. Il y a des Sherman qui étaient camouflés, souvent en noir et kaki, enfin noir et vert. Mais là, j'avais pas envie d'en faire. Souvent, c'est vraiment des zones lisses comme ça, là, c'est l'enfer. On ne sait pas quoi faire là-dessus pour les rendre plus réalistes. Alors, on peut rajouter des éclats, on peut vraiment rajouter plein de trucs. Et justement, ce genre de coulure, vous voyez, hop, je vais en exagérer juste ici. Et puis, on va en mettre qui coule comme ça vers l'arrière. Donc, vraiment, vous voyez, j'exagère le trait. De toute façon, en séchant, ça va quand même perdre énormément de son impact parce que c'est un lavis là que je suis en train d'utiliser. Donc c'est pas aussi fort qu'un vrai noir. Là, c'est sûr que si vous le faites avec du noir, ça va être peut-être un petit peu trop violent, quoi. Et puis on essaie de repérer les endroits qu'on a envie. Voilà, par exemple près de l'écoutille.
On peut facilement imaginer que ça a coulé par là, là. Même ne serait-ce que des traces de la pluie, hein, tout simplement. Surtout que là, en plus, on est sur le thème neige. Donc on va rajouter un petit peu de reste de neige après. Et, la neige, ça finit par fondre, donc ça fait de la flotte. Donc ça oxyde des métaux. Donc voilà. Évidemment, on pourrait rajouter plein d'autres choses, hein. Il y a une technique qui s'appelle le weathering, donc où on va venir justement rajouter des impacts, des traces d'usure, des traces de corrosion, des traces d'oxydation sur les différentes zones du char. Mais après, c'est toujours une histoire de temps que vous voulez allouer à la peinture de votre armée. Si c'est pour exposer, souvent on va avoir envie de s'embêter un petit peu plus et de rajouter un petit peu plus de détails. Si c'est pour jouer, c'est quand même régulier que les joueurs soient moins... Les gros joueurs, souvent, ils peignent pour jouer. Donc, ce qui est mon cas, hein. Aujourd'hui, je peins pour jouer. À une époque, je peignais vraiment que pour le plaisir. Aujourd'hui, c'est vrai que je peins quasiment que pour jouer. C'est vrai que si c'est juste pour exposer une figurine, en règle générale, je le fais pas, ou c'est exceptionnel. Si ça arrive, mais pour le boulot, quoi. La nécessité d'exposer certains modèles que je sculpte. Donc voilà, en fait, on va faire des traces comme ça à certains endroits. Sur la partie arrière, on peut facilement imaginer que ça coule des radiateurs là, de l'aération. Et puis déjà, en quelques petits coups de pinceau, vous voyez, on a ajouté un petit peu de réalisme au blindé. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Et après, si vraiment vous voulez exagérer, exactement comme je vous l'ai montré pour les yeux, vous pouvez utiliser ce genre de stylo, encore une fois, pour surligner certains endroits que vous avez très très envie de marquer. Mais ça demande peut-être un petit peu plus de technique pour éviter de faire le con au moment où vous allez appliquer le crayon. Puis surtout, là, vous ne pourrez pas l'effacer. Alors qu'une succession de lavis, vous pouvez faire des erreurs. Si vous êtes viandé à un moment sur le lavis, juste après, vous gardez toujours un petit chiffon près de vous et vous allez venir frotter comme ça, très brièvement sur le char. Et au moins, vous allez pouvoir cacher un petit peu la misère. Et puis voilà, et puis là on a un blindé qui est à peu près jouable. Alors maintenant on va venir rajouter un peu de traces de neige à différents endroits, parce que c'est le thème de cette armée. Mais on a un blindé qui est jouable. Alors il y a aussi la phase de décalco. Malheureusement je n'ai plus aucune décalco, donc je vais pas en mettre, tout simplement. Je vais peut-être m'essayer au freehand pour l'étoile américaine par exemple. Je sais pas, je vais voir. Il faut que je vérifie que j'arrive pas à retrouver une vieille une vieille feuille de décalco quelque part. Bon, je vais quand même vous montrer comment je fais la neige sur ce genre de socle. Hop, on va essayer de faire un focus un peu plus cool. Vous voyez. Donc c'est vraiment très très simple, vraiment extrêmement simple. Donc moi je me sers de bicarbonate de soude. Donc c'est des petits pots comme ça qui valent 1 ou 2 euros je crois. Enfin c'est vraiment pas cher. C'est de loin moins cher pour faire la neige. Ensuite, je vais prendre une petite palette comme ça qui est de préférence jetable et je vais y mettre un petit tas de neige dont je vais avoir besoin. Donc vous voyez, j'ai fait un petit tas juste là. Alors moi, j'aime bien cette marque parce qu'elle est très fine. Et souvent, quand vous prenez du bicarbonate en gros pot, je la trouve plus épaisse et du coup, c'est un peu moins cool en fait, tout simplement. Donc un petit peu de bicarbonate. La deuxième étape, c'est de mettre un petit peu de peinture blanche. Donc on prend de la peinture pas chère, Liquitex là en l'occurrence, ou n'importe quelle marque conviendrait. Je vais faire un pâté de peinture à l'intérieur. Et puis ensuite, on va y mettre de l'eau. Donc moi, je me sers de ce genre de pipette pour attraper de l'eau dans mon pot. Elle n'est pas très propre, mais c'est pas grave. Ça donnera une neige un petit peu plus vivante. Évidemment, si vous voulez une neige... Bon, après, on a la peinture blanche, hein. Vous allez me demander probablement pourquoi tu mets de la peinture blanche alors que le bicarbonate est déjà blanc. Et bien, en fait, c'est parce que sur le long terme, le bicarbonate, il a tendance à jaunir. Et du coup, moi, je pense au long terme. Je pense à une collection de figurines que je veux garder longtemps.
Et du coup, je, bah voilà, tout simplement, je fais en sorte qu'il reste bien blanc très longtemps. Et pour ça, je rajoute de la peinture blanche. Donc c'est un peu de la triche, mais ça marche très très bien. Et ça permet bah voilà, d'avoir une neige qui reste vraiment blanche longtemps, quoi. Donc là, j'ai mis trop d'eau, vraiment trop d'eau, donc parce que je vous parle, enfin je vous explique un petit peu en même temps. Et l'idée, c'est d'arriver à trouver une texture qui soit un peu pâteuse, mais qui fasse quand même bah, neige, tout simplement. Et pour autant, quand même, d'avoir un petit peu d'eau à l'intérieur pour permettre de la coller. D'ailleurs, j'ai oublié de rajouter quelque chose d'extrêmement important, à savoir la colle. Donc c'est de la c'est de la colle blanche, hein, voilà. Alors là, vous prenez pas le chou. De la colle blanche, acrylique, le truc que vous trouvez à Cultura, voilà. Et donc on fait notre mélange. Pas hésiter à remettre un peu d'eau ou à remettre un peu de, de bicarbonate. Bref, il faut réussir à arriver à la texture plutôt bien. Et à la fin, vous voyez, sur le pinceau, ça ressemble à ça. Donc là, moi, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Alors là, ce que je fais en règle générale, bah, c'est que je viens simplement brosser en laissant mon pinceau vraiment chargé. Vous voyez, j'ai pas besoin. J'essaye d'attraper un petit peu aussi de bicarbonate, être sûr qu'il y en a sur le pinceau. Vous voyez, ça se gratte un petit peu dans la palette. Et je viens simplement faire des tas. Et en séchant, en fait, l'eau, elle va disparaître. L'eau va disparaître et laisser place au bicarbonate prisonnier, donc de la colle. Et voilà. Petit point important, je vais vous montrer en direct sur un socle sur lequel je vais rajouter par exemple ce petit tas d'herbes statiques. Donc je vais juste le coller vite fait, histoire que ça tienne bien. Donc il est un peu gros, mais c'est pas très grave. Hop, et on va le caler sur le socle où il y a le plus de place, sur celui-là. On va dire qu'ils se sont planqués à proximité d'un petit buisson. Dans le cas de ces socles, avec de l'herbe comme ça, de l'herbe haute, il faut vraiment bien charger le pinceau. Et on va venir brosser dessus pour laisser des tas. Vous savez, des fois, voilà, ça laisse des tas comme ça sur la neige. Et en fait, on va attraper comme ça toutes les extrémités des poils en fait de notre touffe d'herbe statique et caler un petit peu de neige. Et ça, en séchant, ça devient très dur et ça bouge pas. Donc, vous voyez, on essaie de pas dépasser par contre sur les soldats, donc parfois c'est un peu compliqué avec un gros pinceau comme ça. Donc pas hésiter à se servir d'un cure-dent par exemple, si vous avez besoin de passer entre les jambes comme ça d'un soldat. Moi j'ai tendance à écraser comme ça un petit peu pour récupérer du bicarbonate si j'en ai pas assez, pour faire des tas de poudreuse. Et puis bah voilà comment je fais la neige, hein. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple. Et là je vais enchaîner tous mes sacs, comme ça je vais avoir enfin fini mon armée. Et voilà, une petite armée prête pour jouer à Bolt Action. Donc on va résumer, hein, puisqu'on a fait la liste d'armées en début de partie. Donc mon commandement, il est juste là. J'ai 3 figurines de généraux. Enfin de généraux, en l'occurrence c'est un capitaine, qui sont vétérans. Ça c'est la petite Jeep que j'ai pris en plus pour compléter les points, parce que ça leur permettra à tous les 3, parce que j'ai 2 vétérans avec barre rifle, donc avec fusil d'assaut, d'être très mobile et de pouvoir aller se placer où ils veulent sur le champ de bataille assez vite. Alors par contre ça c'est du conscrit, hein, en qualité, donc c'est vraiment pas top. On va dire que c'est le cadet de l'armée. On lui a dit bah toi tu vas conduire la Jeep, et voilà. Donc ça c'est le commandement obligatoire. Ensuite j'ai mes 2 escouades, donc j'ai 10 soldats ici qui sont également des vétérans, 10 soldats ici qui sont aussi des vétérans. Dans chaque équipe il y a un NCO, donc un officier avec 2 soldats équipés de barre rifle pour avoir une grande portée de tir. Et puis en plus, vu que tout ça est vétéran, ça va permettre plus de facilité à jouer l'armée. Ensuite j'ai mon mortier qui est juste là,
donc le mortier au centre avec les 3 servants, auquel j'ai rajouté un observateur qui me permettra d'avoir un mortier un peu plus efficace, tout simplement. Et puis ensuite, j'ai ma calibre 30, donc une mitrailleuse moyenne, qui est juste ici. Pour ce qui est des véhicules, il n'y en a que 2, hein, donc c'est l'AM20 Scout Car qui est juste là et qui va me permettre d'avoir une bonne mobilité, et puis une mitrailleuse lourde posée sur un véhicule, c'est quand même toujours très très cool. Anti-infanterie, c'est parfait. Et puis on a quand même un Sherman M4 76 avec un canon de 76 mm. Donc là, pour l'anti-char, on va pouvoir envoyer du lourd. Au niveau de la peinture, je sais bien que tout ça n'est pas parfait. Voilà, tout ça est loin d'être parfait, mais franchement, pour jouer, pour moi, ça suffit amplement. On a une armée qui a une couleur très unique, et ce sera du coup un bon moyen de les identifier sur le champ de bataille. J'ai peint ça relativement vite, puisque pour une escouade de 10, j'ai mis environ 2 heures. Donc on va dire que bon, il y a 10 et 10, 20 figurines, plus 3 et 7 et 10, en fait il y a 30 figurines, il y a 30 piétons. Donc partez du principe que j'ai mis à peu près 2 heures pour chaque piéton, pour chaque dizaine de piétons, donc 6 heures pour la peinture de tous les piétons. Pour les véhicules, c'est très rapide, en 1 heure c'est plié. Donc en gros, en fait cette armée, j'aurais pu la faire en une journée tranquille. Alors une grosse journée quand même de 8 heures. Mais c'est quand même très agréable voilà, d'avoir une armée qui est prête à jouer. Maintenant, on va attendre cette nouvelle version de Bolt Action pour tester tout ça. Et puis voilà. Une armée de terminée pour Bolt Action. C'est pas l'armée parfaite, mais moi ça va largement me suffire pour découvrir la V3 qui sort bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis pas habituellement à demander des soutiens ou autres, mais au moins lâchez un petit commentaire et puis laissez un pouce si ce genre de vidéo vous plaît, hein. Elle est relativement longue, c'était quand même pas mal de boulot. Et puis ensuite, j'ai une petite question à vous poser pour ceux qui sont restés jusque-là. C'est selon vous, pour les peintres pros, c'est surtout à vous que ça s'adresse, mais en fait aussi aux consommateurs, aux gens qui sont prêts à acheter des figurines peintes, selon vous, une armée peinte de cette qualité, avec donc toutes les figurines que vous avez vues, à savoir une 30aine de figurines, 3 véhicules, tout ça en résine, soclé, prêt à jouer, avec vernis, bref, du vraiment prêt à jouer. Selon vous, ça coûte combien? Voilà, parce que c'est très très dur de chiffrer tout ça. Partez du principe que si je zappe tout l'aspect filmer ce que j'étais en train de faire, en gros c'est 10 heures de boulot, plus la résine, mais on a vu que ça coûtait quand même pas bien cher, mais il y a quand même la maintenance des machines, l'achat des machines, etc., puis les connaissances qu'il y a derrière. Donc selon vous, une armée comme ça coûte combien? Mettez-le dans les commentaires, je suis vraiment très curieux d'avoir vos avis. N'ayez pas de complexe à l'idée de dire pas beaucoup ou beaucoup, c'est vraiment intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Je conclus en vous précisant que si vous souhaitez obtenir des fichiers 3D historiques, beaucoup de Seconde Guerre mondiale, mais je fais aussi de l'Antiquité, je fais aussi du moderne, je fais aussi du fantastique régulièrement, j'inclus des tas de choses dans les packs, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir mon boulot et obtenir des fichiers 3D à 8 € par mois, donc c'est quand même vraiment pas cher, hein, c'est moins cher que le prix d'un magazine. Tous les mois, il y a au moins 50 modèles 3D dans le pack. À chaque nouveau mois, il y a des nouveautés. Ils sortent tous entre le 1er et le 3 du mois, où vous allez recevoir les fichiers 3D. Je suis présent sur MyMiniFactory, Tipeee et Tribe, mais j'aurais tendance à vous conseiller de passer par MyMiniFactory, parce que vous n'aurez pas besoin de télécharger les fichiers, à part au moment où vous voudrez les imprimer, puisqu'en fait tout ça est enregistré sur votre compte, et vous avez un accès à vie aux fichiers 3D sur votre bibliothèque de MyMiniFactory. Les autres, Tipeee et Patreon, c'est très cool. Et j'allais dire Tipeee, c'est plus pour les gens qui veulent me soutenir sans forcément de retour, juste parce que je fais de la production vidéo sur YouTube. Et un immense merci aux plus de 350 personnes qui me soutiennent aujourd'hui. Et c'est grâce à vous que je continue à vivre de ma passion. Je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, bon plein de trucs, et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao!